Bonjour à tous et bienvenue. Donc voilà, on est heureux de vous accueillir pour cette heure et demie là, qui démarre l'après-midi pour ce temps de lancement régional de la SEPH et du OD pour la fin d'année. Donc, souhaiter communiquer avec vous de manière anticipée sur les éléments d'orientation que nous allons accompagner cette année. Et je vais laisser la parole à Kevin pour le programme de cette séquence. Ça marche. Alors du C'est coup, vrai qu'on ne s'est pas présenté peut-être comme il y ah a oui, du c'est vrai. monde. À toi l'honneur, je te laisse On te va présenter. peut-être le faire rapidement. Donc, pour ma part, je suis Claire Romain-Souchot, chargée d'études et développement pour la GFIP Nouvelle-Aquitaine. Et vous aurez également l'intervention de ma collègue Marie Blanchard pour la GFIP à un moment donné de la séquence. Si Marie, tu peux en profiter pour tester ton micro. Mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Peut-être pas pour le moment. Bon, on pourra réessayer tout à l'heure avec Marie du coup. Et pour ma part, donc Kevin Pascobac, je suis chargé d'appui et de développement à la coordination du PRTH Nouvelle-Aquitaine, référent sur l'axe 3, mobilisation des employeurs, dont font partie les travaux sur la SEPH. Donc vous continuez Bienvenue à d'arriver tous. et bienvenue et merci beaucoup à tout le monde de s'être inscrit, d'être très nombreux pour cet après-midi. Du coup, donc pour entamer cette réunion, ce rassemblement, donc voilà, comme le disait Claire, l'idée est de vous rassembler pour la première fois pour la SEPH 2024. Cette mobilisation régionale va se dérouler en 2 temps. Le premier temps, c'est donc aujourd'hui, la réunion de lancement régional qui a pour objectif de mobiliser l'ensemble des acteurs néo-aquitains pour vous permettre d'organiser le maximum d'actions et les plus efficientes et les plus efficaces possibles. L'idée aujourd'hui sera de vous présenter donc la nouvelle campagne, les nouvelles modalités de communication et de soutien financier. On verra qu'il y a quelques changements pour cette année. Et dans un deuxième temps, il y aura des réunions de coordination territoriale, toujours en visioconférence, via Zoom. Il y aura une réunion de coordination par territoire. Pour les départements Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne, ce sera le 27 mai à 14 heures. Pour les départements Creuse, Corrèze, Dordogne et Haute-Vienne, ce sera le 5 juin à 10 heures. Et enfin, pour les départements Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques, ce sera le 6 juin à 14 heures. On aura l'occasion de revenir dessus à divers moments cet après-midi. L'objectif de ces réunions de coordination territoriale seront de vous permettre de vous coordonner pour la SEPH afin de vous répartir et de vous organiser au mieux sur l'ensemble de cette semaine, favoriser les partenariats, la cohésion entre les différents projets, et aussi, notamment cette année, de favoriser l'émergence d'un projet collectif départemental. On reviendra dessus aussi tout à l'heure, c'est assez important pour cette édition 2024. Du coup, donc plus en détail le programme de cet après-midi. Donc voilà, on est parti pour une petite heure et demie normalement. Pour commencer, donc après un petit temps d'introduction, voilà, le lancement thématique de la SEPH 2024, bien sûr. Ensuite, nous ferons une rétrospective sur la SEPH et le DOD de l'an dernier, avec le petit bilan 2023. Ensuite, nous passerons au vif du sujet avec vraiment la SEPH 2024, avec les nouvelles modalités de soutien à la dynamique régionale, donc élément assez important à vous communiquer. Ensuite, quatrièmement, nous verrons la campagne activateur de progrès et nous terminerons avec le calendrier prévisionnel de la campagne 2024. Du coup, je vais laisser la main alors à Claire ou à Marie si jamais elle a pu nous rejoindre pour la petite introduction. Je crois que... Ouais. Oui. Je vais prendre la main, me dit Marie Blanchard, qui s'occupe également de la SEPH. Donc, oui, je me suis présentée tout à l'heure et après, on est aussi vos interlocuteurs par territoire. Donc, j'en profite rapidement. Les acteurs, effectivement, on n'est pas seuls aussi à s'impliquer dans la SEPH, mais aujourd'hui, donc, la GFIP fait à deux voix avec la coordination du PRITH ce lancement. Et pour ce qui est de la GFIP, donc moi-même, je suis sur le territoire de l'ex-Poitou-Charentes. Marie Blanchard est sur le territoire de l'ex-Limousin et Dordogne. Et non, pardon, de l'ex-Aquitaine moins la Dordogne. Et Vincent Ménien qui est sur, de son côté, le territoire Limousin et Dordogne. Voilà. La SEPH, pour nous, c'est un moment important interinstitutionnel avant tout. Donc là, vous avez la date, on est quand même la 28e édition.
C'est du 18 au 24 novembre 2024 et porté par des acteurs institutionnels, donc l'ADRETS, l'AGFIP, le FIP, l'ARS et France Travail. Pour nous, c'est vraiment un moment fort de partenariat interinstitutionnel et au-delà de l'institutionnel, aussi un partenariat avec les acteurs opérationnels. Donc, nous souhaitons vraiment porter un mouvement d'appui global à cette dynamique régionale où depuis des années, vous êtes fortement impliqués aussi pour donner du sens et du concret aux actions qui se déroulent pendant la SEPH sur notre région. Un peu dans les grandes lignes et de manière en continuité avec les précédentes éditions, les acteurs de l'emploi et du handicap que nous sommes souhaitons profiter de ce temps fort pour lever les représentations sur le handicap. C'est vraiment toujours un temps important pour parler à travers des expériences réussies et des témoignages exemplaires du handicap dans le monde du travail à un large public. Nous encourageons aussi les employeurs à travers cette SEPH à s'ouvrir, à recruter, à avancer avec nous, opérateurs et institutionnels. Mais aussi, c'est un temps spécifique pour mobiliser les médias et sensibiliser de manière globale le grand public. Parce que souvent, tout au long de l'année, on est entre nous, entre professionnels aussi du sujet. Donc là, c'est un temps fort qui se veut vraiment ouvert aux employeurs et au grand public de manière générale. Je peux me passer la slide d'après. Merci. On a une thématique nationale qui a été proposée il y a peu, donc au niveau national. La SEPH, c'est pas qu'en Nouvelle-Aquitaine, c'est un mouvement national, vous le savez. Et on nous propose chaque année une thématique pour un petit peu orienter les réflexions, les débats, les contenus médiatiques qui peuvent être proposés pendant la période. Ça n'a rien non plus d'obligatoire, je dirais, mais ça doit porter un petit peu globalement le sujet en particulier pour la SEPH 2024. On sera donc autour du handicap et les évolutions professionnelles et de tout ce qui peut contribuer à mettre en œuvre une vraie égalité des chances pour le public amené à évoluer dans son parcours professionnel. Voilà, aujourd'hui, il y a tout un tas de chiffres. On pourra vous faire passer aussi le communiqué de presse qui est déjà sorti. Il est en lien derrière le plus d'infos, me semble-t-il, qui donne quelques éléments aussi complémentaires de contexte par rapport à cette thématique. Il y a toujours de fortes discriminations au moment de l'embauche ou dans les évolutions de carrière dont souffrent aujourd'hui les personnes en situation de handicap. Donc, pendant cette SEPH, l'idée, c'est cette prise de conscience avec aussi des actions, des témoignages et une implication de tous pour aller plus loin vers une vraie société inclusive et une pleine et entière citoyenneté pour les personnes en situation de handicap dans leur emploi, dans leur évolution de carrière. Voilà, donc autour de ces éléments-là, si vous voulez aller plus loin, donc il y a quelques éléments de contexte complémentaires dans le communiqué de presse national qui est sorti il y a quelques semaines déjà. Voilà pour la grande thématique. Il y a certaines années, on a posé des thématiques régionales. Là, ce n'est pas le cas. On reste dans cette idée de thématique nationale qui voilà, peut inspirer le déploiement des événements, mais n'a pas de valeur contraignante non plus. Elle est suffisamment large aussi pour que tout ce qu'on peut être amené à conduire puisse illustrer cette thématique au niveau opérationnel et concret. Merci Claire. Et du coup, pour poursuivre sur cette introduction, donc le Duoday, on en est déjà donc à la 10e journée nationale qui aura lieu le 21 novembre. Voilà, on commence à avoir l'habitude. Maintenant, le Duoday fait partie intégrante de la SEPH. Pour rappeler, c'est que les Duoday, pour les personnes qui nous rejoindraient cette année, c'est une entreprise, une collectivité ou une association qui accueille le temps d'une journée une personne en situation de handicap en duo avec un professionnel volontaire.
au programme, donc découverte du métier, du secteur d'activité. C'est une immersion en l'entreprise, ça permet de donner un premier pas dans ce milieu professionnel. Ça marche dans les deux sens, aussi bien donc découverte du milieu professionnel pour la personne, mais aussi sensibilisation au handicap pour l'équipe. C'est sur une journée, ça peut permettre de déboucher potentiellement sur d'autres immersions et potentiellement sur de l'emploi du coup. Tous sont concernés, donc à savoir l'ensemble des employeurs, entreprises, voilà, collectivités ou associations, toutes les personnes en situation de handicap, 14 ans et plus, sans emploi ou étudiants, et enfin et surtout par rapport à nous aujourd'hui, l'ensemble des professionnels de l'insertion, de l'accompagnement et de la formation en tant que structure accompagnante pour pouvoir rapprocher l'ensemble des candidats et l'ensemble des offres de stage. On y reviendra tout à l'heure, mais votre rôle est important pour pouvoir faire matcher les candidats et les offres du coup. Et vous retrouvez le lien, alors pour rappel, bien sûr, vous aurez le support. Vous retrouvez le lien vers la plateforme Diodé. Les inscriptions pour cette année ouvriront d'ici normalement le 24 juin. Du coup, suite à cette introduction, donc on arrive normalement voilà, à la deuxième partie de cette présentation sur la rétrospective SEPH et Diodé 2023, dont vous retrouvez quelques illustrations ici. On retrouve le salon en immeuble d'emploi organisé par le CRP Clairvivre en Dordogne, sur la gauche. En haut à droite, on retrouve le salon emploi handicap de la Maison de l'Emploi de Bordeaux, Rencontre emploi handicap, pardon, et tout en bas, on retrouve le jeu Handi Poursuite version XXL qui avait été organisé par Acto dans les Deux-Sèvres. Du coup, l'édition 2023 avait été plutôt réussie. C'est une mobilisation croissante d'année en année, en fait. Donc, la mobilisation en Nouvelle-Aquitaine est toujours plus importante. On a eu jusqu'à 262 événements l'an dernier, ce qui est assez important. On le voit sur le graphique. Du coup, quasiment depuis 2018, ça ne fait pratiquement que monter chaque année. On a un développement des actions sur l'ensemble des départements. Tous les territoires sont donc pourvus, avec un écart de 8 à 86 actions. Vous retrouvez sur le graphique, le camembert à droite, la répartition des actions sur les différents secteurs de la région, avec un nombre très important d'actions sur l'ex-Aquitaine, et notamment voilà, 86, le département de la Gironde, qui est assez prépondérant en nombre d'actions, et une mobilisation assez forte et équivalente, aussi bien sur l'ex-Limousin et l'ex-Poitou-Charentes. Et en illustration, on retrouve un exemple d'action aussi qui peut être menée, le showroom de l'inclusion, qui avait été organisé par le Cap Emploi 87 le jeudi 22 novembre. Sur justement ces diverses actions organisées, donc plus de 260 comme vous le voyez, on retrouve toujours 3 à 4 grandes catégories qui reprennent en fait l'ensemble des axes de travail que nous avons aujourd'hui, donc l'accès à l'emploi, le maintien dans l'emploi, la mobilisation des employeurs et la sensibilisation au handicap de manière générale. Dans l'accès à l'emploi, cela va être par exemple des rallyes d'entreprises adaptées, des salons de l'emploi et de la formation. On va retrouver énormément d'ateliers pour comment aborder le handicap, comment préparer son entretien d'embauche aussi par exemple. Il y a également eu des forums intérim, comme celui organisé dans le 47, et beaucoup d'ateliers aussi sur l'accès au numérique. Sur la thématique du maintien dans l'emploi, on va retrouver aussi l'ensemble des actions qui ont lieu via notamment les services de santé au travail, les services sociaux CARSAT ou la MSA. On va retrouver donc des actions pour accompagner la reconversion ou le retour à l'emploi. On va souvent traiter du sujet des exosquelettes. On retrouve beaucoup d'actions sur les moyens de compensation comme l'illustration de la slide précédente. Troisièmement, sur la mobilisation des employeurs ici, donc ce sera essentiellement des temps conviviaux où il faut réussir voilà, à capter les employeurs qui ne sont pas faciles à atteindre, souvent sur des petits déjeuners ou des after-work ou des soirées employeurs, des temps conviviaux qui permettent de les rassembler, de leur donner, enfin de les mobiliser, de leur donner envie et du coup de délivrer les messages utiles lorsqu'on arrive à les avoir. Il y a aussi plusieurs cérémonies organisées par différentes CCI, des rencontres aussi en distanciel telles que des webinaires. L'an dernier, on avait eu par exemple un webinaire AGFIP et URSAF sur sur quelles sont les clés pour répondre à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Et enfin, donc quatrième grande thématique, on va dire, la sensibilisation au handicap de manière générale. Ce seront ici soit des actions au grand public, alors médiatiques en général, émissions, télévision, radio, mais aussi des sensibilisations en interne, au sein des entreprises ou au sein des services. Souvent, ça a lieu par exemple au sein des collectivités publiques ou les hôpitaux. On va retrouver aussi quelques manifestations sportives qui sont un bon prétexte de rassemblement ludique pour aborder ce sujet, et quelques handibus ou sensibus comme on a chaque année.
Du coup, sur la répartition par thématique, vous avez le camembert en bas à gauche. Beaucoup d'actions sur l'accès à l'emploi et sur la sensibilisation au grand public, un peu moins sur moins d'actions sur le maintien dans l'emploi, ce qui peut être un petit peu dommage. Et donc, on compte sur vous pour cette année, pourquoi pas aborder cette thématique. Concernant les types d'actions, par contre, les modalités qu'elles prennent, vous avez là donc un bon échantillon de l'ensemble des typologies d'actions que l'on retrouve chaque année. Très majoritairement les ateliers. Les ateliers sont souvent privilégiés pour une question de meilleur accueil, de temps d'accueil de proximité. C'est une taille d'action plus modérée qui favorise la réflexion commune, la participation, les rencontres. On va retrouver ensuite tout ce qui est visites et portes ouvertes, qui se multiplient depuis quelques années. Beaucoup de sensibilisation en interne, de plus en plus de forums, davantage de forums que de webinaires. On avait eu, bon là, ça commence à dater maintenant, mais la période Covid avait permis de donner le champ libre au distanciel. Et on voit que d'année en année, maintenant, voilà, ça s'estompe et on revient vraiment à des actions en présentiel où on se rencontre, où on se retrouve en vrai, et des actions vraiment qui accueillent beaucoup de public. On retrouve en moyenne un forum sur chaque département, selon divers sujets. Et ensuite, voilà, on va retrouver tout ce qui est conférences, voilà, les webinaires, petit déjeuner, apéritif, soirée, job dating. Ça, ce sont des actions un peu plus classiques que l'on retrouve chaque année lors de la SEPH. Quant à la mobilisation donc des partenaires, donc on retrouve ici donc sur le camembert les différents types d'acteurs qui se mobilisent pour la SEPH chaque année. En 2023, on voit qu'une fois de plus, de manière assez prépondérante, les services publics de l'emploi sont très importants dans le fait d'organiser des divers projets sur tous les territoires. On est à 20% de porteurs étant France Travail en fait, 18% Cap Emploi, 9% les missions locales. Par rapport aux autres années, on a tout le secteur associatif et médico-social qui s'est fortement mobilisé, bien plus que les autres années. On est retrouve à 19% des actions qui ont été tenues par les ESMS. Et parmi les acteurs les plus mobilisés, on va retrouver ensuite donc l'ensemble des pouvoirs publics, les acteurs de la formation, CFA, ESRP, et les institutionnels tels que la GFIP, l'ARACT ou les ARS départementales. Que dire de plus sur cette slide? Effectivement, donc l'importance des partenariats. On a plus de la moitié des actions qui sont coportées. Beaucoup d'actions sont multipartenariales du coup. Voilà, forte hausse des associations et des établissements, comme on le disait. Le SPE reste important. Et aussi, chiffre à savoir, donc 14% et demi des actions ont été soutenues financièrement par la GFIP en 2023. Ce qui montre aussi qu'une très forte, plus des trois quarts des actions sont, on va dire, organisées et en totale autonomie aussi sur les territoires. Et on vous remercie encore pour cette très forte mobilisation qu'il y a chaque année en Nouvelle-Aquitaine, du coup. Et pour terminer sur ce bilan 2023, donc la partie duodé, sur le duodé, les chiffres sont très encourageants chaque année et augmentent continuellement, en fait, que ce soit le nombre d'employeurs ou le nombre d'offres de stage, le nombre de candidats et le nombre in fine de duos. Ces chiffres ont augmenté donc, par rapport à 2022. On a ici l'évolution en pourcentage. On a toujours entre 20 et 30% d'augmentation, ce qui est quand même fortement encourageant. On retrouve les chiffres concrets de duos en 2022. On est passé de 2800 duos à 3700, ce qui est quand même une bonne progression de 30%. Et on le redit, donc on rajoute une couche dessus, le nombre de structures accompagnatrices, donc pour rappel, qui sont l'ensemble du SPE, potentiellement l'ensemble des structures d'insertion ou les structures médico-sociales, qui permettent le rapprochement entre le candidat et l'offre de stage, qui aussi continue de progresser, et on compte toujours sur vous pour vous mobiliser cette année. Et pour continuer et terminer sur le duodé, normalement, voilà une petite slide qui reprend ces propos. On a toujours chaque année le delta entre le nombre d'offres de stages proposées et le nombre de candidats. Enfin, d'un côté, et de l'autre côté, le nombre de duos, où l'on voit que il y a quand même, voilà, l'an dernier, plus de 6000 candidats, plus de 5400 offres et 3700 duos. Alors, ça peut s'expliquer, bien sûr, en partie avec des projets professionnels qui ne trouvent pas forcément de stage correspondant, avec des problématiques liées à la mobilité, par exemple, des candidats. Mais il y a quand même, voilà, une marge de progression où on vous encourage à pouvoir œuvrer pour faire en sorte que les offres et les candidats se rassemblent. Et pour cela aussi, donc, on vous remet le lien vers le webinaire Duodé, un outil d'accompagnement et de réseau, qui est un webinaire qui date maintenant de 2022, mais qui est toujours d'actualité, que vous retrouverez sur la chaîne YouTube du PRITH Nouvelle-Aquitaine. Je ne sais pas s'il y a peut-être des questions sur cette première partie. Apparemment pas, Chloé non.
Alors, je vois, il y a des questions, mais peut-être plus sur les modalités de Ah oui. déploiement cette année. Donc, comme je ne sais pas trop si vous avez tous micro, technique ou autre, s'il y a des questions donc, sur cette partie un peu de propos introductifs et de bilan, n'hésitez pas maintenant à les poser dans le question-réponse. Et sinon, on va poursuivre. Ouais, sinon, on va pouvoir continuer. Alors, sur la suite au bilan, donc troisième partie, les modalités de soutien à la dynamique régionale. Et là, je vais donner la parole pour commencer à Claire, qui Ah, va vous parler du non. projet phare de chaque département. Je voyais, Oui. je voyais que du coup, il y avait une question, Ah donc oui, fournir allez-y. des chiffres de bilan départementaux. Donc après, là, on a extrait quelques chiffres globaux. Je ne sais pas si on a des chiffres par Alors, département. oui, effectivement. Dans ce cas-là, je vous invite à m'envoyer. Alors, normalement, vous devriez connaître mon adresse mail ou à défaut celle de Sylvain Combe, qui vous a envoyé le lien de la réunion d'aujourd'hui. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à transmettre votre demande par mail et on pourra normalement, oui, vous fournir quelques chiffres par département grâce au recensement qu'il y a chaque année. Voilà, c'est vrai que ce bilan, il est permis aussi par le recensement. On y reviendra de toute façon, mais c'est vrai que c'est important de pouvoir faire cette rétrospective a posteriori et d'année en année. Du coup, on va poursuivre donc, sur cette troisième partie pour vous présenter un peu les modalités de soutien de la dynamique régionale pour cette année. On viendra tout d'abord par le soutien d'un projet phare par département. Donc ça, c'est quelque chose que je vais vous présenter un peu plus en détail. Les modalités de valorisation des actions qui seront conduites et la communication et la diffusion sur les territoires que nous envisageons. Voilà, donc cette année, nous avons réfléchi à une orientation un peu ciblée au niveau de l'AGFIP, dans un cadre de contraintes budgétaires aussi, en toute transparence, nous amenant à réfléchir sur l'orientation des subventions dédiées donc au soutien des projets pendant la SEPH. Et nous souhaitons aujourd'hui, et nous l'avons partagé avec l'ensemble des partenaires, y compris ceux qui n'ont pas forcément des enveloppes de subventions régionales, mais qui peuvent voilà, soutenir aussi les projets plus locaux, donc l'ensemble des partenaires et institutionnels du PRITH. On soutiendra cette année un projet collectif par département et pour la part AGFIP avec une enveloppe plafonnée à 4 000 € par projet. Sur des projets qui doivent être nécessairement cofinancés ou mettant en avant de la valorisation de cofinancement ou voilà, de mise à disposition de temps, de matériel, de choses gracieusement par les partenaires. Enfin voilà, quelque chose où il y a d'autres financements. C'est vraiment quelque chose sur lequel on veut être en transparence avec vous. On est dans ce cadre de contraintes budgétaires et plutôt que d'être sûr de l'essaimage, nous avons choisi de privilégier le soutien à des projets collectifs territoriaux qui mettent en avant bien sûr le lien emploi-handicap qui s'inscrivent dans la thématique, mais je vous ai dit qu'il est suffisamment large, qui s'inscrivent dans les orientations générales de ce qu'est la SEPH et de ce que l'on veut promouvoir à travers cette campagne et qui respecte une logique bien sûr pluripartenariale qui soit cohérente par rapport à l'objet choisi pour ce projet collectif et par rapport au territoire. Donc en fait, la coordination des partenaires est particulièrement importante. Elle l'était déjà les années précédentes, y compris dans le cadencement de ce qui était proposé sur les territoires. On appelait particulièrement à se coordonner et puis à faire les choses ensemble. Mais là, c'est toujours le cas. Et si vous avez souhaité aussi pouvoir avoir un projet en particulier qui fasse l'objet d'une subvention de la GFIP, ce sera une ligne que nous regarderons particulièrement, laquelle coordination a pu être conduite pour aboutir à ce projet. Donc, il y a déjà des départements qui ont travaillé sur certains sujets. Et il y a bien évidemment les réunions de coordination qui vous sont proposées. On vous redonnera les dates par territoire, donc par lot de 4 départements, Aix-Poitou-Charentes, Limousin-Dordogne et Aix-Aquitaine moins Dordogne. Et c'est vraiment l'idée de, dès aujourd'hui, voilà, soit évoquer les projets existants,
soit raccrocher des acteurs à des projets collectifs existants, soit initier des idées communes selon l'état d'avancement sur chaque territoire. Voilà, donc vraiment une invitation à vous remobiliser aussi sur ces temps-là. Nous avons souhaité, et pour faciliter la vie de tout le monde, être dans l'anticipation, donc que vous puissiez en fait nous transmettre juste pour ce projet collectif, hein, pas pour d'autres actions que vous pouvez pouvoir conduire sans subvention. Hein, ça c'est, on le redit. Enfin, Kevin l'a dit tout à l'heure, sur les 260 et quelques actions, toutes n'ont pas fait l'objet l'année dernière d'une subvention à GFIP. Il en sera de même cette année, bien évidemment. Mais pour les projets collectifs pour lesquels vous souhaitez demander une subvention à la GFIP, il faudra transmettre une ébauche de projet avant la fin du mois de juin. L'idée, c'est de sécuriser finalement et d'avoir une visibilité globale de la dynamique sur les territoires et avec l'ouverture d'une phase en suivant qui peut permettre soit de réorienter, soit de vous conforter dans le projet déjà en cours, soit d'amener quelques réajustements. Et là, bon, Kevin le redira aussi, l'appui de la coordination du PRITH pourrait être sollicité dans cette phase intermédiaire. Mais pour nous, c'est important qu'on ait déjà au 28 juin un peu une vision d'ensemble de ce qui se passe, qui peut se dessiner sur les territoires, avoir une visibilité un peu des dynamiques enclenchées en cours. Voilà, tout ça pour étudier et regarder de manière précise les éléments le 3 juillet. Et on reviendra après vers chacun, en fait, pour expliquer ou voilà, demander des ajustements pour collaborer avec d'autres partenaires. Enfin voilà, je n'ai pas d'idée encore précise, puisque ça dépend de vos projets, bien évidemment. Mais voilà, ça nous permet d'avoir une visibilité globale. Et ensuite, il y aura un autre temps sacralisé d'études des projets en version un peu plus définitive, que ce soit d'un point de vue des partenaires, du calendrier, des financements, etc., qui se fera le 17 septembre. On va revenir, hein, vous inquiétez pas, sur toutes ces dates et sur ce calendrier par rapport à ce sujet, donc du soutien d'un projet phare par département cette année. Du coup, donc voilà, donc sur le process du soutien d'un projet phare par département, ça va se faire en 2 grandes phases. Donc, c'est ce que disait Claire en fin de compte. Une première phase dite d'étude et de sélection des projets collectifs, et qui sera suivie par une seconde phase dans le cas où votre projet collectif est retenu. Vous pourrez alors transmettre votre demande de financement à la GFIP. On va détailler ces phases 1 et 2 en suivant. On retrouve ici voilà, les différentes dates que Claire a commencé à vous énoncer. Et effectivement, le mieux pour pouvoir favoriser au mieux le soutien qu'on peut vous apporter, c'est de nous transmettre une ébauche de projet avant le 28, enfin, oui, voilà, avant le 28 juin, qui sera étudiée début juillet. Et c'est une première phase qui s'étend au plus tard au 9 septembre, mais dans l'idée de pouvoir vous accompagner dans la consolidation du projet. On vous encourage vivement à nous transmettre au plus vite quand même votre fiche projet, dont on va parler juste après, quoi, du coup. Donc sur la phase 1, étude et sélection des projets collectifs. Pour cette première phase, donc la coordination du PATH se tient auprès de vous dans un rôle d'appui pour vos projets. Donc on vous remercie de pouvoir nous adresser votre projet collectif. Donc je le répète, de préférence avant le 28 juin et au plus tard le 9 septembre, mais vraiment le plus tôt sera le mieux. Pour cela, il faut nous adresser votre fiche projet avec son tableau budgétaire à l'interlocuteur PRITH de votre territoire. Donc vous retrouvez les adresses mail en bas à droite de l'écran, hein, donc selon les départements où vous êtes. L'ex-Aquitaine, moins la Dordogne, à Virginie Cazot. L'ex-Poitou-Charentes à Hélène Rassunero et à l'ex-Limousin plus la Dordogne à moi-même. Du coup, ça nous permettra en fait d'étudier, d'analyser votre projet, de revenir vers vous pour s'assurer de la complétude des différents critères, de favoriser la mise en lien, d'avoir les partenariats les plus adéquats, répondre à vos questions, à vos renseignements, à vos besoins de mise en lien. C'est aussi à ça que vont beaucoup servir pour commencer les réunions de coordination territoriale. Donc on le rappelle, qui auront lieu du 27 mai au 6 juin selon les territoires. C'est vraiment l'idée de pouvoir favoriser l'émergence d'un projet collectif par département et d'avoir des projets partenariaux cohérents, en fait, cohérents au regard des participants et au regard des territoires. La fiche projet, donc celle-ci, on vous la transmettra par mail avec le mail récapitulatif de ce webinaire. Vous allez normalement, a priori, la reconnaître par rapport aux autres années. C'est toujours une fiche avec, premièrement, le descriptif de votre action.
de votre projet, et ensuite un tableau budgétaire où il s'agira de renseigner quelles sont les différentes sources de dépenses que vous prévoyez, la nature de ces dépenses, combien, voilà, les montants totaux, la part de cofinancement qu'il est important de préciser, et ensuite la part demandée éventuellement par rapport à vos budgets, par rapport à l'éventuelle demande de financement qui pourrait éventuellement avoir lieu ensuite. Donc vraiment pour cette première phase, dès aujourd'hui et jusqu'au 28 juin, voire au grand maximum 9 septembre. N'hésitez pas donc à contacter la coordination du PRITH. On est à votre disposition pour vous accompagner dans l'organisation, la structuration de votre projet, en fait. Et ensuite, Claire, je te repasse la main pour la Oui. phase 2. Il y avait des questions, un peu, je regardais, pour des questions de rétro-planning, on va y Oui. revenir, et puis de modèle de projet. Enfin, vraiment, en fait, là, on vous invite soit à vous associer à des projets existants, soit à vraiment venir sur les réunions territoriales pour Oui. réfléchir ensemble. C'est souvent des événements type forum, mais ça n'a pas d'obligation. C'est pour ça qu'on l'a vraiment appelé projet collectif. Oui. Ça peut être même éventuellement sur plusieurs jours, mais avec un fil rouge. Enfin, vraiment à vous de voir et puis voilà, de faire en sorte que ce soit quelque chose de commun qui viendra faire l'objet d'un financement et auquel peut se raccrocher d'autres événements qui ne font pas l'objet d'une subvention. Enfin, voilà. Mais en tout cas, on appelle à cette réflexion collective pour ouvrir les territoires. C'est ça. Voilà. Tout dépend de comment vous présentez votre projet. Comme le disait Claire, ça peut être différentes actions sur la semaine. Si ça correspond à un projet commun, quelque chose qui se tient et qui a un fil rouge, tout dépend de comment c'est présenté. Du moment que ça répond à quelque chose de partenarial et de cohérent sur le territoire, ça peut tout à fait correspondre à un projet collectif. Alors l'idée, c'est pas de vous mettre en concurrence pour la Oui. subvention, enfin vraiment pas. C'est voilà, on vous a expliqué le contexte en toute transparence. Il y a une question sur le rétro-planning. Enfin, c'est bien l'AGFIP in fine qui sera décisionnaire de sa subvention. Et chaque cofinanceur aussi, le cas échéant, si vous en collectez auprès des dettes ou d'autres financeurs. Mais le fait d'avoir posé ces dates rapidement, c'est aussi pour vous dire, voilà, vous êtes dans la bonne direction, vous n'êtes pas dans la bonne direction, ou ben là, il y a 15 projets sur le même département, ça ne va pas du tout. Enfin, mettez-vous un peu peut-être ensemble, ou voilà, je vous donne quelques illustrations pour vous, peut-être que ce soit un peu plus parlant. On va y mettre du sens et de l'humain, et on partage complètement les critères, les objets, etc., sur lesquels les chargés d'appui du PRITH peuvent vous accompagner aussi. Voilà, du coup, S'il n'y a pas c'est d'autres la questions. phase 1, c'est bon. Ouais, je voulais Ouais. peut-être continuer sur la phase 2. Donc, effectivement, après, il y a la phase de transmission de votre demande de financement à l'AGFIP. Alors là, je vous ai fait quelque chose d'hyper détaillé, mais je passerai un peu vite, vous aurez le pas à pas, mais effectivement, là, cette année, on revient sur un schéma où on étudie collectivement et le cas échéant avec les autres partenaires aussi du PRITH vos projets. Et après, nous, on reprend la main sur l'instruction et la décision sur notre subvention avec les outils que vous connaissez de la GFIP et ou du PRITH qui étaient déjà à l'œuvre les années précédentes. Alors, dans l'Assemblée, il y a peut-être des gens qui n'étaient pas là les années précédentes, parce que c'est vrai qu'on a parlé rapidement de fiches projets, de budget, enfin de fiches de budget prévisionnel, c'est des choses qui existaient précédemment. Donc, voilà, ça ne change pas. C'est quand même en continuité. Donc, effectivement, il faudra ensuite transmettre à la GFIP, quand votre projet sera finalisé, la fiche projet définitive. On a un formulaire de demande d'aide financière à la GFIP qui est commun à toutes nos demandes d'intervention auprès de la GFIP. Donc, il paraît lourd parce qu'il fait 12 pages, mais en fait, vous n'avez pas beaucoup de pages à remplir, vous, quand vous devez solliciter une subvention pour ce type d'action. Par contre, vous devez aussi dater et signer dans la mesure où vous acceptez nos conditions d'intervention et les obligations, je veux dire, en contrepartie d'une subvention à la GFIP, mais comme avec tout établissement public qui fait des subventions. On vous demandera aussi vos devis et votre RIB, voilà, pour pouvoir créer votre compte, tout simplement, pour vous verser la subvention. Dans cette phase un peu plus d'instruction de dossier de demande de subvention, vous avez des interlocuteurs AGFIP, donc que vous connaissez, moi-même, Marie
et Marie Blanchard et Vincent Ménien. Et puis ensuite, ce sera des collègues à nous qui pourront aussi revenir de manière plus précise s'il manque une pièce ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas lisible ou autre, revenir vers vous pour vous demander des éléments particuliers et pour vous demander aussi des éléments de bilan en fin d'action pour vous verser la subvention. Voilà pour ça. Je suis plus clair, je crois que quelqu'un avait levé la main où il y avait peut-être une question. Ouais, je regarde. Alors, parce que ce qu'il y a, c'est qu'il y en a dans conversation et dans questions-réponses. Donc, désolé, on essaye de suivre. Les partenaires potentiels auxquels vous faites illusion pour le cofinancement, mais c'est des partenaires éventuellement départements. Là, moi, j'ai pas d'idée en particulier, mais ça peut être aussi du mécénat d'entreprise, ça peut être des fonds type conseil départemental, type voilà, dette, je sais pas. Oui, par exemple. Peu importe. Et vous parlez essentiellement de la GFIP, y a-t-il également des financements FIP? Donc ça, de manière synthétique, en fait, c'est la même chose, puisqu'on s'arrange entre nous, en fait, avec le FIP derrière. Donc voilà, c'est la même enveloppe. Voilà, si ça répond. Je regarde si dans le QR, il y avait aussi d'autres... Voilà, listing de partenaires à contacter, à rejoindre pour pouvoir s'associer. C'est un peu l'objet des réunions territoriales aussi qui vont avoir lieu dans quelques semaines. Est-il attendu par obligation, France Travail, Cap Emploi, Mission Locale ou un projet collectif peut-être entre plusieurs établissements? Non, il n'y a pas d'obligation. C'est juste pas être tout seul à faire son projet. Et puis si vous parlez emploi, ben, associer les acteurs de l'emploi. C'est juste voilà, il faut qu'il y ait une logique en fait dans le portage, mais je veux dire que c'est des choses que vous faites déjà aussi dans ce sens les années précédentes. Il y a une question du CDG, je me permets, Claire, Kevin. Oui, vas-y. Si un centre de gestion peut faire une demande de financement, dans quel cadre c'est possible? Pas tout seul, enfin voilà, ou si c'est intégré dans le projet collectif, après c'est question de portage, ça peut être le CDG si c'est lui le porteur, hein, mais pas que ce soit tout seul. Et s'il s'agit aussi d'un événement à visée collective, voilà, pas sur un événement en interne. Alors, ça, on le reverra, on vous redira nos critères, que ce soit GFIP ou FIP. Effectivement, il faut que ça touche du monde et il faut que ça touche les publics externes, parce qu'il y a d'autres dispositions ou d'autres outils à disposition pour faire de la sensibilisation interne ou autre. J'essaye de balayer en même temps. Est-ce que là, je vois Jannick Leroy qui pose la question sur la subvention qui est toujours versée en remboursement de la structure qui a payé dans un premier temps? Alors, ça dépend du montant, des besoins. Il est arrivé qu'on puisse verser en 2 échéances de paiement, mais il y a toujours la dernière qui est après l'action. Ça, c'est sûr. Oui. Ok, merci. Si je comprends bien, il n'y a qu'un seul financement possible à GFIP par département. Oui, voilà, vous avez bien compris. Tout à fait. Mais après, voilà, ça n'empêche pas d'autres actions et d'autres actions financées par d'autres. Je regarde... Oui, n'hésitez pas à vous renseigner peut-être auprès des dettes, par exemple, qui, des fois, peuvent avoir des enveloppes pour la SEPH. Alors, on entend une voix au loin, mais moi, je n'ai pas entendu la question. C'est peut-être une erreur, du coup. On n'entend pas, sinon formulez votre question dans... Oui, n'hésitez pas à écrire la question peut-être. Ouais. Les contacts fournis peuvent-ils répondre à d'autres interrogations? Je ne comprends pas cette question, j'en suis désolée. Peut-être par rapport aux interlocuteurs, à GFIP ou coordination du PRITH, peut-être? Oui, alors bien sûr, c'est vrai que là, on est en réunion de lancement, on vous donne des infos générales, après on se revoit, mais pour ceux qui ne sont pas là, c'est pas grave, on est aussi à disposition, mais l'idée, c'est de se revoir quand même en réunion territoriale. Et après, dans l'intermédiaire, les contacts fournis, donc sur la partie accompagnement à cette dynamique de projet collectif, en amont, pré-projet, etc., c'est vos interlocuteurs du PRITH qui sont au fait aussi des différentes orientations, des choses qu'on a validées à GFIP et les autres partenaires du PRITH, je le redis. Et puis pour ce qui est après des questions proprement à GFIP, on est à votre disposition. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de passer au pas à pas, peut-être. Sauf s'il y a d'autres Oui, questions. voilà. Alors, après, on va passer au pas à pas.
Je vais le passer rapidement parce que vous aurez le support et c'est juste pour vous guider. Donc nous, quand votre dossier sera OK, prêt à être envoyé à la GFIP, il faudra nous le transmettre via ce cheminement-là. C'est une boîte aux lettres dématérialisée. Ce n'est pas notre service en ligne pour demander des aides ou des services que certains d'entre vous connaissent. C'est vraiment le dépôt sur notre site internet d'un dossier dématérialisé, scanné, pour que nous, ça arrive chez nous et que ça passe dans les circuits d'archivage de dépôt et tout ça qui vont bien. Donc, comme aujourd'hui, il n'y a pas de circuit subvention pour mon établissement, il faut absolument, pour arriver au bon endroit, faire le chemin que je vous indique là, c'est-à-dire qu'au départ, quand vous choisissez votre profil, vous devez choisir que vous êtes un organisme intervenant pour un employeur. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave, c'est juste pour pouvoir arriver au bon endroit, même si ce n'est pas un profil qui vous parle. Il faudra passer comme ça par là. Ensuite, vous allez choisir de déposer une demande en cliquant sur le bouton déposer une demande. Et après, tu peux passer à la suivante. Et là, vous avez accès dans le menu déroulant à autres aides. En fait, sans ce chemin, vous n'avez pas forcément accès au même menu déroulant. C'est pour ça que nous souhaitons que vous passiez par là. Ensuite, vous avez une page explicative de ce qu'il faut nous fournir, mais ça reprend ce qu'on vous a dit là. Donc voilà, vous avez la possibilité de télécharger notre formulaire de demande d'intervention. Mais si vous voulez le télécharger avant pour le remplir, eh bien, il est aussi accessible via le petit lien directement ou peut-être l'avez-vous déjà par ailleurs, qu'il faudra renseigner, réunir vos justificatifs et après faire le dépôt. Si on peut aller à la suivante. C'est très détaillé, je pense que vous devriez vous y retrouver. Donc, sur ce formulaire de demande d'intervention, on vous l'a déjà dit, mais on aime bien se répéter, c'est celui qui fait 12 pages. Mais vous ne remplissez que les pages où vous êtes concerné. Donc, on vous dit ce qu'il vous faut remplir. Donc, la page 1, la page 4 et la page 11, que vous devez lire et accepter nos conditions générales datées et signées en bas de page. Ensuite, vous enregistrez ce formulaire en format PDF. C'est un PDF remplissable, pas besoin de l'imprimer. Vous rassemblez également les documents complémentaires, donc fiches, projets, devis, ce qu'on a listé précédemment. Toute information que vous jugez utile à nous porter à connaissance en format numérique. Et ensuite, slide suivante, j'ai pas la main, merci Kevin. Vous choisissez l'envoi en ligne parce que par voie postale, ça va être vraiment beaucoup plus long. Donc l'envoi en ligne et vous serez bien dans une boîte aux lettres dématérialisée dans laquelle vous identifierez en tant qu'expéditeur. Comme vous êtes sur notre région, ça va arriver chez nous, à la délégation régionale Nouvelle-Aquitaine pour traitement. Donc, pour ajouter des pièces jointes, vous pouvez charger vos pièces jointes. Vous en chargez plusieurs, autant que vous voulez. Il y a un poids par pièce jointe, mais bon, vous pouvez en mettre un bon paquet. Vous acceptez qu'on trace ce dépôt, mais là on trace juste le dépôt de cette demande. Et ensuite, quand vous soumettez quand vous appuyez sur le bouton soumettre, ça envoie et ça arrive à la délégation AGFIP. Pour des échanges à venir après, en phase un peu d'instruction, s'il nous manque des éléments, vous aurez un numéro de dossier. Donc, soit on traitera directement avec vous, soit vous pourrez suivre le même chemin. Et à l'embranchement entre déposer une demande et compléter ou suivre une demande, vous choisirez compléter ou suivre une demande. Voilà. Voilà. Franchement, c'est vrai qu'il y a plusieurs slides, donc vous pouvez vous dire que c'est compliqué, mais ce n'est pas compliqué. Et vous n'aurez qu'à suivre ce petit pas à pas pour déposer votre dossier quand vous en serez là. C'est plutôt tout le travail amont qui va être voilà, plus important, bien évidemment. Sachant que bien sûr, voilà, on vous transmet ce support et si besoin est, vous avez nos coordonnées pour toute question, que ce soit sur le formulaire en ligne AGFIP, que ce soit sur la fiche projet, on est à votre disposition pour vous accompagner si besoin est. Est-ce qu'il y a peut-être des questions ou des réactions sur cette partie? Peut-être je vais finir sur les critères quand même, il me semble. Ah oui, tout à fait. C'est important. Oh oui. Voilà, avant que vous puissiez poser vos questions, évidemment, on a des critères d'éligibilité. Bon, on vous a dit dans quelle orientation on souhaitait intervenir.
Je redis, on attend un cofinancement de la part des coporteurs ou valorisation de fonds propres, de porteurs ou de partenaires, voilà, des actions dans lesquelles on n'est pas le seul à intervenir ou à valoriser des fonds. Bien sûr, la mise en accessibilité de l'événement, on le redit, on a mis les accès, l'interprétariat ou autres modes de communication pour les personnes déficientes auditives, mais voilà, pensez-y. Ça peut paraître une évidence, mais on le redit. Pour les autres financements, ils doivent être sollicités en amont, mais ça ne veut pas dire que vous devez absolument avoir un accord, parce que nous, on peut se positionner sur des demandes de subventions qui sont en cours. Voilà, mais en tout cas, il faut nous dire qu'elles ont été faites. Il ne faut pas faire en fait de chaque côté et puis sans intervenir, sans transparence avec les autres. Surtout que derrière, c'est aussi des choses qu'on a validées avec DETS, ARS, dans le cadre du pilotage du PRITH et des actions institutionnelles qu'on porte pendant la SEPH. On exclut, nous, du financement, tout ce qui est objet promotionnel, décoration, les vidéos et films aussi, parce que c'est parfois complexe de garantir un script qui soit en cohérence avec les orientations de tout le monde. Et puis qu'il y a d'autres actions de ce type qui sont, pour notre part, réalisées. Et bien sûr, les actions qui auraient pour objet la valorisation de l'activité ou de la mission d'un opérateur seul. Vous comprenez que ça ne va pas avec l'idée d'un projet collectif. On n'intervient aussi on n'interviendra pas sur des événements où il n'y a que des frais de restauration à prendre en charge. Ça, c'était quelque chose qu'on avait déjà mis en place les années précédentes. On n'exclut pas les frais de convivialité liés à un événement, mais ça doit prendre une proportion raisonnable. Donc, on n'interviendra pas sur un projet dont les dépenses liées à la restauration dépassent 30% du budget total. Après, on a des critères de recevabilité, mais qui sont classiques et généraux. Donc, on l'a dit tout à l'heure, on ne va pas soutenir des projets à visée interne pour le public interne, les salariés d'une structure ou d'un établissement ou même d'un employeur public. Il y a d'autres dispositions pour ça. Donc, si c'est vos besoins, il ne faut pas aussi hésiter à... ça passe un peu vite. Il ne faut pas hésiter à solliciter pour savoir ce qui existe en la matière. Et quand je vous présenterai Activateur de progrès notamment, vous verrez qu'il y a des éléments qui peuvent être mis en place pour de la sensibilisation interne. Donc, nous, on n'ira pas soutenir des projets à visée de public interne. Et on n'intervient pas non plus 2 fois pour la même finalité. Je vais vous donner des illustrations. On a des partenariats avec certains d'entre vous sur de la sensibilisation ou des actions tout au long de l'année. Donc, si c'est déjà pris en compte dans le cadre de notre subvention ou de notre appui tout au long de l'année, on n'ira pas à nouveau financer cette même action pendant la SEPH. Voilà, là c'est bon. J'ai fait le tour de la diapo. Est-ce qu'il y a peut-être des questions ou des réactions sur toutes ces modalités? J'imagine. Pas suivi en même temps, moi. Est-ce que Virginie, tu as vu peut-être quelque chose Oui, est-ce qu'on peut repréciser concernant le projet collectif par département, qui dépose la demande? Donc, est-ce que c'est bien un seul partenaire qui doit faire la demande de financement? Et comment se passe la coordination financière de cette enveloppe maximale de 4 000 € par projet, par département? Alors oui, effectivement, il n'y a bien qu'un seul acteur qui dépose qui nous transmet le projet. Donc, choisissez parmi votre partenariat on va dire la structure la plus à même de nous transmettre selon vous le projet collectif. Vous le transmettez à la coordination du PRITH par mail. Et ensuite, comment se passe la coordination financière? Eh bien, selon ce qui aura pu être retenu, les fonds les fonds seront versés qu'au RIB qui aura été fourni in fine. Donc, j'imagine à la personne la structure qui sera référente sur le projet. Ok, merci. Et une question concernant par rapport aux années précédentes. Donc, les dossiers de financement étaient déposés directement par la coordination du PRITH. Donc, après dépôt, doit-on cette année solliciter directement? Alors, c'est un peu ce qu'on a essayé de vous expliquer. C'est visiblement pas tout à fait, pas assez clair. Il y a vraiment effectivement vos pré-projets, et parce que la coordination du PRITH connaît nos critères là qu'on a posés et l'objectif derrière ce soutien de projet par département. Donc, il y a projet collectif à soumettre, mais pour avis, appui auprès de la coordination du PRITH, et pour qu'on puisse les étudier de manière collective sur les 2 temps forts qu'on vous a mis en perspective. Et après, il y a bien une demande de subvention, en fait, qui est faite à la GFIP. Voilà.
Et c'est vrai qu'on a bien distingué les deux cette année pour plein de raisons, et notamment parce que c'est aussi plus dans la logique de notre système d'octroi de subvention au niveau de la GFIP. Est-ce que Virginie, il y a peut-être d'autres questions? Non, je crois que c'est bon. Ou alors je suis passée à côté, n'hésitez pas Ça marche. Oui, n'hésitez à pas. noter vos questions dans l'onglet questions-réponses. Merci. Même s'il en venait Merci. après, parce que vous avez bien compris que voilà, il y aura aussi, si ça concerne proprement la GFIP, vos interlocuteurs à GFIP, si ça concerne des choses que vous n'avez pas bien compris ou du mal à interpréter sur ce qu'on vous a dit aujourd'hui, vos correspondants du péritage, parce que c'est vrai qu'il y a 250 personnes, enfin, on vous donne beaucoup d'infos, tout n'est peut-être pas non plus facile à ingérer, donc voilà, n'hésitez pas, hein, après également. Ah pardon, je vous coupe encore, j'avais loupé la question concernant les financements possibles, donc AGFIP, FIP et également dette. Est-ce qu'il y aurait d'autres financements à mobiliser ou à solliciter? Il me semble On que j'avais pense au répondu tout à mécénat l'heure, mais potentiellement. voilà, c'est plus au niveau des départements que les opérateurs peuvent chercher, puisque pas au niveau des institutionnels régionaux du PRIT. Oui, ou également côté mécénat, par exemple. Oui, tout à Ou fait. côté mécénat, Ouais, voilà. tout à fait. S'il n'y a pas Et c'est d'autres bon. questions, Merci. merci Virginie. On va poursuivre sur la suite de l'appui à l'anémique régional, donc qui passe aussi par la valorisation de vos actions via le recensement et l'édition d'un programme régional chaque année. Donc un élément qui est quand même assez important pour pouvoir valoriser tout ce que vous mettez en place, toutes vos initiatives. C'est à la fois utile à la communication, mais aussi en termes de suivi pour pouvoir effectivement vous fournir des chiffres, des données au niveau régional, territorial, départemental. Ça permet donc de valoriser toute la mobilisation en Nouvelle-Aquitaine. Pour participer au programme régional, en fait, il suffira de remplir un formulaire en ligne via Forms. Beaucoup d'entre vous doivent déjà le connaître, mais afin de le présenter succinctement, pour ceux qui nous rejoindraient, donc c'est un formulaire en ligne qui comprend juste deux pages en fin de compte, où il s'agit de renseigner donc la personne qui renseigne l'action. Ça nous permet à nous de revenir vers vous ensuite si jamais il y a des choses à préciser, à clarifier, à rajouter. Et sur un deuxième onglet, vous retrouverez donc toute la description de votre action, où il s'agira donc de préciser le titre de l'événement, le lieu, les horaires, l'adresse, est-ce que c'est en présentiel, est-ce que c'est en distanciel, une courte description. Chose qui est importante à bien avoir à l'esprit, c'est que c'est un, comment dire, c'est un recensement qui va donc servir à l'édition d'un programme, donc un outil de communication, et donc il faut veiller à être le plus court, clair, enfin le plus clair et concis, on va dire, par rapport aux informations que vous partagerez, parce qu'effectivement, ce sont vraiment des éléments qui seront édités et qui seront ensuite transmis à l'ensemble des partenaires de la Nouvelle-Aquitaine, à l'ensemble des acteurs de l'emploi et du handicap. Et du coup, donc, c'est à ça vraiment, on essaie d'être le plus vigilant possible chaque année pour avoir une description qui loge en quelques lignes et avoir l'essentiel de l'information pour que votre cible, en fin de compte, comprenne quelle est votre action et en quoi ça la concerne et en quoi c'est intéressant. Donc voilà, donc un formulaire en ligne. Pareil, n'hésitez pas à revenir vers nous pour si jamais vous avez le moindre souci de renseignement, si jamais vous avez, des fois ça arrive, besoin de revenir sur une action que vous avez déjà recensée et à laquelle vous voudriez effectuer une modification. Donc un formulaire via Forms. Euh, voilà, donc disponible dès à présent via ce lien qui vous sera aussi retransmis après via par mail en fait. Voilà sur le programme. Alors ça, c'est le recensement pour le programme régional. On va aussi vous parler maintenant des recensements qui sont nationaux. Là, on vous encourage aussi à vous tourner vers ces recensements-là pour gagner en visibilité par rapport à votre cible, sachant qu'ici, un seul renseignement via le site Mon Parcours Handicap permet d'alimenter 3 sites différents, donc Mon Parcours, mais aussi le site Semaine Emploi Handicap et aussi le site de la GFIP et Activateur de Progrès. Donc c'est plus de communication, c'est plus de visibilité en ligne. Ça peut être tout aussi intéressant selon le type d'action que vous avez et la cible que vous visez. Voilà, donc on le retrouve ici, juste pour être sûr d'avoir fait le tour. Recensement permet voilà, une valorisation au niveau national, de la mobilisation en Nouvelle-Aquitaine, un meilleur référencement de votre action et une communication en ligne via des sites donc du coup spécialisés. Est-ce que peut-être on retrouve des questions ou des remarques sur le recensement?
priori, je pense pas forcément de questions. Bon, on reste toujours à votre disposition pour sa complétude, en sachant, voilà, donc je l'ai pas redit. Oui. Oui, je disais, c'est OK. Simplement une question sur le fait qu'il faut renseigner un formulaire par action. Oui, tout à fait. Oui, non, c'est bien de le préciser. C'est bien, voilà, un recensement, un formulaire par action. C'est beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus facile à traiter ensuite, sachant que le programme qui sera communiqué est un programme qui apparaîtra de manière, comment dire, territoriale et par département. Et ensuite, au sein de chaque département, en général, on va retrouver un programme par journée, en fait. Donc, si vous avez différentes actions qui concernent différents jours, différents horaires, il sera important de pouvoir les recenser individuellement pour être traités correctement ensuite au sein du programme et que ce soit plus lisible du coup pour tout le monde, quoi. Et chose importante, voilà, vous avez donc dès à présent et jusqu'au 30 septembre pour recenser ce formulaire. À savoir aussi que, on va le voir après avec le calendrier prévisionnel, donc voilà, ce formulaire donne lieu à un programme qui vous sera transmis environ 1 mois, on aura la date exacte sur les slides suivantes, mais 1 mois avant la SEPH. Ce recensement permet aussi de avoir une visibilité des actions prévues avant que le programme ne sorte, en fait. Parce que si vous voulez, vu qu'on a ce recensement qui sera disponible, on pourra, via le site du PRTH Nouvelle-Aquitaine, vous proposer un onglet où vous retrouverez sous forme de fichier Excel les actions qui sont déjà pressenties, ce qui fait qu'au fur et à mesure, vous saurez un peu mieux ce qui se prépare sur votre territoire avant la sortie du programme officiel du coup. Donc, chose très importante, ce recensement régional pour savoir ce qui se prépare dans notre région. Il n'y a pas d'autres questions, pas de remarques. Ah si, je crois qu'il y a une main levée apparemment. N'hésitez pas à prendre la parole soit à l'oral, soit si ça ne marche pas par écrit. Plus A par priori, écrit. Virginie, rien de plus, si. Non, je n'arrive pas à ouvrir le micro pour Madame Martin. Si vous pouvez peut-être rédiger votre question, comme ça. Oui, tout à fait. Veuillez simple. utiliser le chat, s'il vous plaît. Alors, au cas où il n'y ait pas de questions, juste pour continuer sur la slide suivante, communication et diffusion sur les territoires. Donc voilà, comme on le disait, le programme, il est relayé à l'ensemble des organes de presse locaux et régionaux, presse écrite, radio, télévision. Donc ça donne une très bonne couverture médiatique de ce qui se prépare en Nouvelle-Aquitaine. Il sera disponible bien sûr sur le site du PRTH Nouvelle-Aquitaine et envoyé en mailing, comme je le disais, voilà, à l'ensemble des partenaires régionaux de l'emploi et du handicap et aux institutionnels néo-aquitains. Et toujours en termes de communication, outre ce programme, on vous invite cette année à utiliser le kit de communication national 2024 avec le logo que vous voyez là juste en bas de la slide et qui est disponible sur le site Semaine Emploi Handicap. Donc à ce jour, il y a le logo qui est disponible. Il est annoncé un kit de communication qui pour l'instant est en attente. En tout cas, donc on vous encourage cette année à utiliser voilà ce logo national et on ne vous demande pas comment dire le respect d'une charte graphique comme ça pouvait l'être les autres années. Vous êtes libre cette année de pouvoir organiser les affiches et votre communication comme vous le souhaitez en termes de support. On avait les autres années des cadres textes, ce genre de choses déjà pré-organisées. Cette année, vous êtes libre de la conception de vos affiches et vous retrouvez voilà, le kit national qu'on vous encourage à utiliser du coup. Est-ce que peut-être une question a pu être posée? Je crois que j'ai réussi à activer le micro de Madame Martin. Veuillez me confirmer, s'il vous plaît. Non. Bon, par le chat alors, s'il vous plaît. Merci. Sinon, juste après, je crois qu'on va passer à la partie activateur de progrès. Ok, pas de questions donc, sur les outils de communication. Donc, activateur de progrès, c'est une campagne qui a lieu toute l'année, mais pour laquelle on va mettre l'accent aussi pendant la SEPH. Ça fait plusieurs années qu'on prend un temps important de détail, mais là, je vais pas le prendre. Mais quand même, vous redire, du coup, on a des objectifs à chaque fois d'amplification du nombre d'activateurs de progrès. Donc, c'est une démarche, en fait, dans laquelle s'inscrivent les entreprises et autres opérateurs et acteurs de l'insertion, organismes de formation, établissements
qui œuvrent sur le sujet pour valoriser leur politique handicap et c'est une campagne sociétale en fait, d'affichage, de valorisation de ce qui se fait en termes de politique emploi handicap. Quand vous êtes activateur de progrès, vous disposez ensuite d'outils de sensibilisation qui sont disponibles tout au long de l'année, mais qui peuvent aussi être utilisés ou être mis en avant pendant la SEPH. Donc, voilà, il y a tout un tas de choses qui se retrouvent sur le site. Là, on vous a mis le lien ActiveBox, c'est des supports dématérialisés avec des affiches de sensibilisation, des petits sujets thématiques aussi en fonction du mois. Si on est sur le mois, je sais pas, du cancer du sein, par exemple, ça va être autour de ça et de ce qui est attrait au handicap quand on a un cancer ou une maladie chronique sur une période donnée. Enfin, voilà, c'est en lien, en fait, généralement avec l'actualité aussi. Et puis, ça permet d'avoir des petits outils à afficher, à distribuer aux salariés, à proposer ma fiche de paye, enfin, avec l'envoi de la fiche de paye, pardon. Bon, donc des choses qui sont un peu clés en main, donc support de com, des contenus aussi qui sont inspirants, qui peuvent être utilisés pour animer une table ronde, un café ou autre. On a aussi des temps forts de challenge qu'on va appeler challenge d'engagement avec des questionnaires, des quiz en ligne ou des choses à proposer aux salariés ou aux collectifs d'une entreprise ou d'un établissement activateur de progrès, qui sont des événements dans le temps, ponctuels. Et rejoindre ce mouvement activateur de progrès permet aussi une visibilité nationale pour valoriser sa politique emploi-handicap. Donc au moment de la SEPH, en général, on donne un coup de mise en avant des activateurs existants, toujours dans la logique de faire évoluer par l'exemple et de trouver une dynamique d'engagement en regardant ses pairs. Donc au moment de la SEPH, on recommuniquera, on aura une communication médiatique autour de activateurs de progrès et on vous invite, si ce n'est pas déjà le cas, à rejoindre ce mouvement. Les années précédentes, on avait en fait une autre campagne un peu parallèle avec qui s'appelait Le Progrès c'est nous, avec Aïda Gardouche qui était mis en avant donc en situation de handicap, voilà. Mais du coup là, on a recentré sur une seule campagne, un message unique qui sera autour d'activateurs de progrès. Il n'y aura pas ces deux campagnes distinctes. Il y avait eu des témoignages, des courts-métrages, des choses qui avaient été diffusées sur les radios, sur les chaînes au grand public. Mais là, du coup, ce sera tout autour du même message activateur de progrès cette année. Et pour les établissements, entreprises qui sont activateurs de progrès, il y a donc la possibilité de télécharger tous ces outils en ligne, de les personnaliser, de les commander et en quantité limitée de manière gracieuse pour avoir des affiches, des goodies, des choses comme ça. Et après, si vous allez sur des volumes plus importants, il faut rajouter financièrement. Mais donc, il y a des créations qui sont dans le kit de com activateur de progrès qui peuvent être utilisées donc, tout au long de l'année, mais aussi pendant la SEPH, si nécessaire, pour des forums ou des événements, pour un visuel commun ou pour pouvoir vous identifier. Voilà, donc c'est quand même une campagne qui est intéressante pour valoriser l'engagement et qui trouve vraiment tout son sens aussi pendant la SEPH, voilà, qui a pour vocation à parler au grand public. Je crois que sur activateur, je vous ai tout dit. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus, peut-être? A priori, Non, pas de tout réaction pour l'instant. ça marche. Bon, s'il n'y a pas de questions, pas de réaction sur la partie activateur de progrès, nickel. On va pouvoir passer donc à la fin de cette présentation avec le calendrier prévisionnel de la SEPH 2024. Donc là, vous allez retrouver les différentes dates que l'on vous a présentées depuis le début de la présentation. Vous retrouvez donc forcément voilà, la mise à disposition de l'ensemble des outils et du début du recensement donc à partir de ce jour, à partir d'aujourd'hui, donc sur le site du PRTH Nouvelle-Aquitaine, mais vous allez aussi le recevoir par mail suite à cette réunion. Donc la fiche projet en cas de demande, enfin en cas de présentation pardon d'un projet collectif, le lien vers le recensement.
Ensuite, prochainement, donc on retrouve ici les différentes dates avec les réunions de coordination territoriale où on vous invite à participer afin de pouvoir savoir ce qui se prépare sur l'ensemble des départements, de pouvoir vous coordonner et de pouvoir commencer à réfléchir peut-être à l'émergence d'un projet collectif par département, donc pour favoriser la coordination et les partenariats. Ensuite, donc toujours dans l'idée si jamais vous avez donc un projet collectif à nous présenter pour pouvoir peut-être ensuite faire une demande de subvention, n'oubliez pas donc la date du 28 juin pour pouvoir nous transmettre, si possible, avant cette date, une ébauche de projet et vers laquelle on pourra revenir vers vous, pourra vous aider à la consolider jusqu'à la date limite du 9 septembre. Ensuite, si jamais votre projet est retenu, donc vous pourrez transmettre voilà, votre demande de financement à la GFIP avant le 30 septembre via leur site de manière dématérialisée, ce que vous présentez donc Claire tout à l'heure, le 30 septembre qui est la même date que la fin du recensement des actions. Donc vous avez aujourd'hui encore 4 mois et demi pour recenser votre action. Le programme régional, donc suite au recensement, nous allons pouvoir vous éditer, comme je le disais, un programme régional qui sera communiqué à partir du 21 octobre, donc à peu près un mois avant le début de la SEPH qui débutera le 18 novembre du coup. Voilà, donc vous avez le rétro-planning. Est-ce que peut-être vous avez des questions sur les échéances, les différentes dates? Questions sur les éléments à fournir peut-être? A priori, donc pas de questions. Si tout vous paraît clair, parfait. Ce cas-là, tant mieux. Et donc du coup, juste pour terminer ce support de présentation, donc le rendez-vous aux réunions territoriales. Donc voilà, on vous le répète, vous avez ici les différentes dates et les horaires. Le lien d'inscription était le même que pour la réunion d'aujourd'hui, mais il va pouvoir vous être recommuniqué bien sûr pour terminer les inscriptions, sachant que la prochaine réunion aura lieu d'ici 2 semaines pour le territoire de l'Expo-Charente. Et suivront la semaine d'après voilà, les réunions concernant l'ex-Limousin plus la Dordogne et l'ex-Aquitaine en fait. Voilà, donc on espère que vous serez nombreux, ce sera en visioconférence via Zoom, sous forme de salle départementale, afin d'avoir déjà un petit compte rendu sur chaque territoire de ce qui se prépare du coup. Je vais enlever le partage d'écran. Voilà. Donc là, n'hésitez pas donc, voilà, à nous poser vos questions, c'est le moment si jamais il y avait des incompréhensions, des éléments qui pouvaient vous manquer. Je vois que dans les réactions, oui voilà, le support sera fourni bien sûr dès cet après-midi du coup. Vous avez le support, n'hésitez pas à aller sur le site du PATH et comme tout à l'heure on le disait, vous avez nos coordonnées mail, tant du côté AGFIP que du côté coordination du PATH du coup. Et dans le support, pas mal de liens hein, pour Ouais. avoir des infos complémentaires sur les sujets qu'on vous a voilà, présentés rapidement aujourd'hui. C'est ça, ça fait pas mal d'informations, mais vous avez une trace écrite de tout, effectivement tous les liens qui vous renvoient vers les sites ou les supports dédiés du coup. Est-ce que l'on a peut-être d'autres questions, d'autres remarques? Alors, maintenant que j'ai plus le support, je peux voir un petit peu les différents onglets. Oui, Virginie peut-être? Non, je suis en train de regarder. A priori, je crois qu'on a balayé l'ensemble des questions. Il y a les N'hésitez histoires pas, de c'est le moment. portage des centres de gestion. Là, je pense qu'il va falloir qu'on reprécise. Effectivement, si c'est bloquant pour le dépôt d'une demande parce que vous êtes un employeur public, enfin voilà, faut voir, pas vous les porteurs, quoi. Donc, je pense que là, moi, j'ai pas la précision là, donc on note peut-être pour répondre plus tard. Ok. Mais en tout cas, vous n'êtes pas exclu de contribuer, de participer, enfin voilà. Et comme on l'a dit tout à l'heure, si c'est pour être intégré à des projets collectifs qui n'ont pas vocation à de la sensi interne, voilà. C'est vrai qu'il y avait plusieurs questions là-dessus. Ah, il y a une question sur le projet présenté à la GFIP qui doit être en lien avec l'évolution professionnelle, donc avec la thématique des personnes en situation de handicap. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai, quand je l'ai présenté la thématique, c'est une suggestion d'inspiration, mais c'est pas quelque chose de contraignant. Si dans votre territoire, la thématique est différente, c'est pas forcément très grave, sachant que cette thématique chapeau, elle est quand même suffisamment large, je pense, pour qu'on puisse voilà, y trouver des liens,
Vraiment, l'idée, c'est d'apporter des éléments concrets sur la manière dont vous, opérateurs, vous allez vers cette égalité des chances. Et je crois que dans n'importe quel projet que vous allez pouvoir proposer, en fait, on va se retrouver dans la thématique nationale. Donc, j'ai pas trop de crainte là-dessus. Voilà, faut pas que ce soit déconnecté, bien sûr, surtout à l'emploi et au lien emploi-handicap, quoi. C'est surtout ça, en fait. Pour nous qui est important. Il faut que ça rentre dans le champ d'intervention qui est le nôtre au niveau de la coordination du PRITH, au niveau des acteurs institutionnels emploi-handicap. Je vois une question sur le lien de l'enregistrement. Alors effectivement, oui, dès que ce webinaire sera transposé sur notre chaîne YouTube du PRITH Nouvelle-Aquitaine, on pourra vous transmettre le lien. Donc peut-être d'ici demain environ, le temps que ce soit mis sur YouTube. Je ne vois pas d'autres questions. Alors non, je Il vois y une a un question sur petit les délai exemples. parfois, c'est un peu... Oui, des fois il y a un petit peu de délai, oui. un peu bizarre. Bon, après, apparemment, c'est des questions que l'on avait déjà, auxquelles on a déjà répondu. En tout cas, n'hésitez pas, c'est le moment. Bon, il y avait une entreprise adaptée là, qui avait posé une question. Bon, on n'a pas forcément répondu, mais c'était, me semble, au tout début de notre intervention, en dehors de DOD, visite porte ouverte, comment nous pouvons-nous agir? Ben, voilà, on vous invite vraiment à revenir sur les réunions territoriales et à puis avoir bouché d'autres acteurs aussi pour voir comment vous intégrer en fait sur éventuellement d'autres événements ou proposer quelque chose vous, mais voilà, de manière... Tout à fait. Les réunions territoriales serviront à ça. Et si jamais vous ne pouvez pas participer aux réunions de coordination territoriale, n'hésitez pas à revenir vers la coordination du PRITH. On pourra vous mettre en lien du coup avec des projets qui sont sur le territoire ou vous orienter. A priori, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres remarques, eh bien, on vous remercie encore une fois d'avoir été nombreux à nous suivre aujourd'hui. Et on espère que vous serez tout aussi nombreux à être mobilisés pour la SEPH qui aura lieu du 18 au 24 novembre. On vous envoie donc l'ensemble des supports, on vous envoie les différents liens. Vous les aurez par mail et revenez vers nous. Voilà, s'il y a la moindre question, le moindre besoin, nous sommes disponibles. À bientôt sur les réunions territoriales. Et à bientôt sur les réunions territoriales, le 25 mai pour l'Aix-Poitou-Charentes, le 5 juin pour l'Aix-Limousin et la Dordogne, et le 6 juin pour l'Aix-Aquitaine, moins la Dordogne. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.